On va basculer donc sur la deuxième table ronde. Je l'avais annoncé sur les questions de sécurité, également sur les jeux d'échelle donc entre les différents niveaux de gouvernement. Donc deux intervenants, comme je l'avais dit, donc Agathe Piquet et Olivier Renaudy, donc, eux aussi membres éminents du CERSA, à qui je vais passer la parole pour un quart d'heure. Et j'ai besoin de le rappeler, donc à chacun. Qui commence, Agathe? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commencerai également par très chaleureusement remercier l'organisatrice et l'organisateur de ce colloque, donc Anne-Laure Riot et Kim Can-Pham. C'est toujours un plaisir de revenir à Paris 2, c'est toujours un plaisir de revenir au CERSA et de revenir dans cette salle qui rappelle un certain nombre de souvenirs d'audition. Donc, c'est maintenant amusant d'être un petit peu de l'autre côté de la table, même si pas tout à fait non plus. Donc, un colloque qui a le mérite de montrer la force du dialogue interdisciplinaire sur des objets d'études complexes, très complexe, étudié par différents membres du CERSA. Donc, le programme a été annoncé, les rapports publics-privés, la bioéthique, l'accessibilité. Eh bien, les politiques de sécurité, c'est l'un autre de ces objets complexes. Pourquoi complexe? Parce que ce que Olivier et moi l'ont montré, c'est que les politiques de sécurité ont une diversité de modèles de production et de mise en œuvre et qui est particulièrement intéressante et qui ne va pas s'en poser beaucoup de difficultés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il existe de multiples niveaux dans les politiques de sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité intérieure des États, en particulier des États européens, ne peut plus être pensée comme produite à un seul niveau, le niveau national. En réalité, il faut bien voir qu'il y a des niveaux en deçà de l'État et également au-delà de l'État, et c'est ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui. L'actualité le rappelle tristement, la sécurité intérieure des États dépend aussi de autres États en Europe. Les attaques du 13 novembre 2015 ont bien montré que ce sont les lacunes en termes d'échange d'informations entre policiers européens qui ont permis aux assaillants d'entrer et de sortir du territoire national. Penser la police au-delà de l'État est tout de même très peu évident lorsqu'on se réfère à la définition hyper classique de l'État moderne de Max Weber, que tous les étudiants de droit et de sciences politiques connaissent, que nous tous, enseignants de droit et de sciences politiques, avons également transmis à nos étudiants. L'État est une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application de ce règlement, et c'est ce qui m'intéresse le plus, le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné. Qu'est-ce que ça veut dire cette définition? Ça veut dire que l'État et la police sont en fait pensés de manière co-substantielle. La police est l'institution qui est en charge d'assurer une partie du maintien de l'ordre social et du contrôle social externe au nom de la collectivité que représente l'État. Et pour ce faire, eh bien, la police dispose du monopole de la violence physique légitime. Donc déjà, un certain nombre d'interrogations sur les liens entre police et État qui amènent à s'interroger sur faire de la police au-delà de l'État. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en sciences politiques, un certain nombre de travaux ont montré que depuis le XVIIIe siècle, les policiers échangent des informations au-delà de l'État, au-delà des frontières nationales. Dans une Europe qui, au XVIIIe siècle, est minée par des divergences politiques, eh bien, les policiers défendent l'idée d'une union sacrée qui serait nécessaire contre un ennemi commun. Un ennemi commun qui est complètement réifié, qui serait la criminalité, qui serait en pleine expansion, avec l'intensification des échanges internationaux. Donc, face à ce mythe de la criminalité qui est construit, qui est véritablement intégré par un certain nombre de policiers européens, eh bien, les policiers se mettent à échanger des informations. Ces échanges d'informations sont, dans un premier temps, essentiellement bilatéraux. Ils se déroulent entre des policiers qui se connaissent personnellement et qui se transmettent leurs données l'un à l'autre. Un premier type de changement est perceptible avec le XIXe siècle, avec une certaine institutionnalisation. Là où la coopération policière était plutôt informelle, bilatérale, eh bien, au XIXe siècle, certaines institutions prennent forme. Et un exemple, c'est la création du Bureau international contre la traite des femmes blanches en 1899. XXe siècle, nouveau tournant. Non seulement la coopération policière est de plus en plus institutionnalisée, et cette accélération et cette institutionnalisation s'accélère, mais en plus, cette coopération policière est propulsée à un échelon international avec, dès 1914, l'organisation des premiers congrès de police judiciaire internationale. Et en fait, si on réfléchit à ce titre même, Congrès de police judiciaire internationale, on peut voir toute l'ambition qui était derrière. Il ne s'agit pas de congrès internationaux de police judiciaire, mais il s'agit de parler d'une police judiciaire internationale.
Des congrès qui donnent naissance en 1923 à la Commission internationale de police judiciaire, qui est alors l'ancêtre d'Interpol. Cette commission joue un rôle clé parce que c'est un centre névralgique, vraiment pensé comme un cerveau pour échanger des informations, échanger des expériences techniques, échanger les bonnes pratiques entre des policiers venus des quatre coins du globe. La coopération régionale, avec le développement de cette coopération internationale, est complètement absorbée par l'échelon international, et ce jusqu'aux années 1960. Donc là où tout début, on avait une coopération régionale européenne qui était informelle, qui s'institutionnalise, eh bien, au début du XXe siècle, cette coopération régionale est absorbée à l'échelon international jusqu'aux années 1960. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1960 ? Eh bien, ressurgissent les dynamismes européens. Pourquoi ? Parce que les structures internationales montrent très clairement leurs limites. Non seulement il s'avère très difficile pour les policiers européens d'échanger avec leurs collègues venant de plus d'une centaine de pays, mais également Interpol, la CIPC qui est devenue Interpol entre-temps, eh bien, montre très clairement ses capacités d'action limitées. Interpol n'est pas compétent en matière de terrorisme, jugé comme forme trop politique. Interpol est quand même limité à de l'échange d'informations. Il y a une dimension opérationnelle qui est manquante et qui va être compensée par les policiers européens avec la multiplication de structures, ce qu'on appelle alors les clubs, par exemple le club de Trévis, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et l'aboutissement de toutes ces dynamiques commencées dans les années 1960 en Europe eh bien, prend fin avec la mise en place d'Europol, l'agence européenne en charge de la coopération policière. Europol, a priori, c'est la success story de l'intégration européenne. 3 éléments pour le prouver. Premièrement, une expansion sans précédent de son mandat. Europol est créé dans les années 1990 pour lutter contre le trafic de stupéfiants. En fait, si on regarde le mandat d'Europol aujourd'hui, l'agence est compétente pour lutter contre toutes les formes graves de criminalité internationale affectant au moins 2 États membres. Et transformation récente, depuis 2016, Europol est également compétent pour lutter contre les formes graves de criminalité internationale qui affecteraient les intérêts de l'Union européenne. Donc là où on pense la police et l'État de manière co-substantielle, on a aujourd'hui une agence européenne qui défend les intérêts de l'Union européenne, et ce qui va dans un ensemble de transformations avec le parquet européen qui est créé dans la même temporalité. Deuxième élément qui montre cette success story d'Europol, Europol a bénéficié de moyens décuplés depuis 1999. On passe de 250 personnels, officiers de liaison, experts nationaux détachés au siège de La Haye, en une vingtaine d'années plus tard, à 1300 personnels. Le budget, lui, qui partait autour de 6 millions d'euros, a été multiplié par 30 en 20 ans. Et troisième élément, le décuplement aussi des capacités d'action de cette agence. Une agence créée au début pour échanger des informations, produire des analyses stratégiques, des analyses opérationnelles, qui aujourd'hui est en capacité de nouer des partenariats avec des acteurs privés, par exemple des fournisseurs d'Internet. Une agence qui est également en capacité de demander aux États membres d'ouvrir une enquête sur un cas précis. Et une agence, enfin, qui peut mettre à disposition son personnel sur le terrain des enquêtes. Ça s'est vu avec les attentats de Paris, par exemple, où toute une partie du personnel d'Europol a été détachée sur place. Ça s'est vu également dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, avec du personnel d'Europol directement placé sur les hotspots de l'Union européenne. Donc, ce qui est intéressant, c'est toutes ces impulsions qui émanent principalement des acteurs politiques pour développer Europol. Et pourtant, Europol n'est jamais devenu le FBI européen qu'avait annoncé Helmut Kohl lors de sa création. En fait, ce qu'on constate à chaque fois, c'est que dès qu'il est question que des policiers européens interviennent physiquement dans les États membres, ils procèdent à des fouilles, des interrogatoires, des arrestations, eh bien, il y a une levée de boucliers au niveau national au nom de la souveraineté des États. En plus d'avoir cette limitation, Europol a également eu du mal à trouver sa place dans le paysage policier avec une articulation très difficile entre les différents échelons de production de politique de sécurité. Des frictions tout d'abord manifestes entre les acteurs nationaux et européens. En fait, déjà au niveau national, les policiers français, les policiers allemands ont du mal à coopérer entre eux. Donc, penser la coopération à l'échelon européen est complexe et surtout parce qu'Europol en fait, a un fonctionnement qui est complètement aux antipodes des pratiques des policiers nationaux. Je l'ai dit, les policiers nationaux tendent à échanger leurs données quand ils se font confiance. Pourquoi ? Parce que les informations qu'ils récoltent en fait, sont l'essentiel de leur travail et sont clés dans la résolution des enquêtes. Et qui dit résolution des enquêtes dit reconnaissance institutionnelle, financière, humaine également à la clé. Europol fonctionne complètement différemment. En fait, quand un policier veut envoyer ses données
à Europol, il les met dans des bases de données, dans des systèmes d'information européens, sans contrôler qui y a accès. Et en plus, eh bien, Europol participe à la résolution des enquêtes, donc ce serait une façon également de partager les lauriers de la gloire en cas de résolution des enquêtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette nécessité pour une agence européenne comme Europol de devoir démontrer aux policiers qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, pourquoi les policiers transmettraient leurs informations si difficilement acquises à une agence européenne? Et en fait, ils ont eu, la direction de l'agence a eu une vraie stratégie de construction d'une réputation en montrant que les policiers gagnaient du temps. Pourquoi? Parce qu'un policier qui mène une enquête eh bien, peut consulter directement les bases de données et systèmes d'information européens au lieu d'avoir à faire des requêtes auprès de tous les polices des États membres, plus les partenaires extérieurs. C'est également la possibilité pour les policiers européens d'avoir une vue d'ensemble sur des phénomènes criminels qui sont relativement complexes. On concentre toutes les données au sein d'une même agence. C'est aussi une stratégie qui a été adoptée par Europol de développer des technologies très spécifiques, très coûteuses et des expertises très rares, pas toujours disponibles du coup au niveau national. Et là encore, par exemple, un exemple très récent, c'est l'investissement d'Europol dans tout ce qui est intelligence artificielle, des expertises qui sont très peu détenues au niveau national et qui sont un gros plus au niveau européen. Et Europol a également mis l'accent sur les financements, les salles de commandement qu'il peut mettre à la disposition des policiers nationaux pour mener des opérations communes. Donc, autant d'éléments qui ont été vraiment choisis stratégiquement par la direction d'Europol pour convaincre les policiers nationaux de lui envoyer ces données. Aux côtés de cette construction d'une réputation, Europol a adopté une stratégie de communication ciblée, active et stratégique. Et en fait, ce qui est très intéressant quand on regarde les publications d'Europol, c'est que l'agence met systématiquement en valeur le travail effectué par les policiers nationaux. Il n'y a pas du tout de mise en valeur de « c'est moi qui ai résolu l'enquête tout seul ». En fait, c'est tout d'abord une mise en avant des policiers nationaux, de leur travail. Il n'y a pas du tout de name and shame non plus dans les États qui sont moins coopératifs. Donc, un ensemble d'éléments qui a permis de limiter un petit peu les frictions avec une agence qui est de plus en plus utilisée. Pour autant, l'image n'est pas tout à fait rose. On est quand même très loin du FBI européen et aussi d'avoir une police européenne. Il y a quand même encore un gros travail de persuasion à faire au niveau national. Europol, ce n'est pas du tout la même chose si vous considérez le trafic de drogue et la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas du tout la même alimentation en termes de données. Il y a de fortes différences aussi entre les États. Et cette transformation de l'usage de l'Europol ne doit pas non plus occulter le fait que des échanges informels se poursuivent. En fait, Europol ne se substitue pas aux échanges informels et même Europol favorise les échanges informels en son sein. Et ça, c'est aussi une dynamique qui est intéressante. Deuxième niveau de friction, c'est entre le niveau européen et le niveau international. En fait, l'essor d'Europol ne signifie pas la désuétude des mécanismes internationaux de coopération policière, dont Interpol. Et là aussi, eh bien, des frictions qui se sont révélées, qui ont été très claires, avec des conflits possibles de juridiction, de champ de compétences entre ces deux organisations qui ont finalement cet objectif d'être au-delà de l'État. Et il faut dire aussi que le fait qu'Europol sorte de la sphère européenne, conclut des accords avec plus d'une vingtaine de pays, États-Unis, Chine, Colombie, Mexique, avec des organisations internationales comme l'ONUDC, eh bien, n'a pas facilité non plus le rapprochement entre les deux organisations. Donc, un vrai sentiment de rivalité, malgré les ajustements mutuels favorisés par les échanges de personnel, par un certain nombre d'accords de travail également. Et une concurrence qui reste parfois perceptible de manière assez inattendue. Et juste quelques mots sur ça, parce que je trouve que c'est intéressant et c'est un résultat de recherche auquel je ne m'attendais pas du tout. En fait, le Brexit a fait du Royaume-Uni un État tiers d'Europe. Donc, il l'a privé de tous ses privilèges d'État membre. Donc, le Royaume-Uni n'a plus accès aux bases de données d'Europe. Qu'est-ce qu'ont prévu de faire les policiers britanniques que j'ai pu interroger? Eh bien, très clairement, ils ont prévu de favoriser Interpol et de demander à leurs collègues européens d'utiliser Interpol plutôt qu'Europol. Donc, si moi, je ne suis plus dans Europol, vous non plus, vous ne devriez plus y être et utiliser Interpol. Et plus encore, eh bien, les policiers britanniques que j'ai pu interroger m'ont clairement fait état de la stratégie du Royaume-Uni qui était d'influencer Europol par l'extérieur par le biais d'Interpol. Donc, des frictions qui persistent et qui suscitent un ensemble d'interrogations sur comment faire fonctionner cette gouvernance multiniveau dans des secteurs de politique publique auxquels on ne s'y attend pas toujours.
Donc, quelques mots de conclusion, une multiplicité d'acteurs qui montrent bien les tensions, les frictions, malgré les discours et impulsions politiques qui annoncent sans cesse le renforcement des capacités d'action des échelons supranationaux et présentent le développement d'Interpol, d'Europol, de la coopération policière plus générale comme la solution clé à un petit peu tous les problèmes. On l'a très clairement vu avec l'immigration irrégulière, on l'a vu avec le terrorisme. À chaque fois, c'est les politiques qui disent dans leur discours, dans leurs intentions politiques, on va renforcer ces échelons européens, ces échelons internationaux. Et le problème, c'est qu'il y a une très forte tension dans ce projet de coopération policière, des incompatibilités entre les discours politiques et les projets politiques qui sont sur un temps court, et en fait, les transformations des pratiques, des représentations, des intérêts des praticiens, des policiers nationaux, qui se situent plutôt sur un temps long. Merci beaucoup, Agathe. Je ne sais pas qui vous a formé, mais vous aviez un directeur de thèse efficace. Donc, j'étais son directeur de thèse. Donc, merci. 15 minutes exactement, Agathe. On va passer tout de suite à l'intervention d'Olivier. Merci aux organisateurs de ce colloque. Quelle belle idée de nous réunir pour évoquer les transformations de l'État. Et le juriste de droit public ne peut pas ne pas penser à l'ouvrage de Léon Duguy, paru en 1913, sur les transformations du droit public. Avant de tenter de prendre la mesure des transformations contemporaines de la sécurité, on peut formuler 3 observations liminaires sous la forme de 3 questions. Première question, la sécurité est-elle un droit fondamental? Il est tentant de répondre favorablement à cette question, car l'article L111-1 du Code de la sécurité intérieure l'affirme nettement. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions d'exercice des libertés. En réalité, juridiquement, cette affirmation est contestable. D'une part, l'expression droit fondamental, vous le savez, renvoie à des droits qui sont consacrés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, au niveau international ou au niveau constitutionnel. Ça n'est pas le cas de la sécurité qui n'a qu'une valeur législative. D'autre part, la question de savoir si la sécurité est un droit tout court peut être débattue. D'un côté, il est avéré que les autorités de police doivent agir lorsqu'une menace à l'ordre public émerge. Mais de l'autre côté, juridiquement, là encore, il n'existe aucun droit subjectif à la sécurité qui supposerait qu'un individu en danger ait le droit d'obtenir des mesures de protection policière, ou encore, à défaut de les avoir obtenues, qu'il puisse engager la responsabilité des personnes publiques qui n'auraient pas fait leur travail et obtenir du juge des dommages et intérêts. Cela n'est pas possible. Deuxième question, la sécurité est-elle un service public? Les juristes de droit public distinguent traditionnellement 2 types d'activités administratives. D'un côté, le service public, par le biais duquel sont accordées des prestations correspondant à la satisfaction de besoins d'intérêt général de la population. Et de l'autre, la police administrative, par le biais de laquelle on restreint l'exercice des libertés collectives et individuelles dans le but de maintenir l'ordre public. Cette distinction classique pourrait nous laisser penser que la sécurité relève davantage de la police que du service public. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur aussi bien du point de vue du droit que du point de vue de la science politique. Du point de vue du droit, on ne peut manquer de relever que la sécurité correspond à la définition juridique de la notion de service public, une activité d'intérêt général, une activité exercée par des personnes publiques, une activité exercée au moyen de prérogatives de puissance publique. Sur le terrain de la science politique, l'apparition à la fin des années 1970 de ce que l'on a pu appeler le sentiment d'insécurité, et je ne peux pas ici ne pas penser à Dominique Monjardet, pilier du CERSA. Ce sentiment d'insécurité a obligé les pouvoirs publics à se situer par rapport à une demande sociale et à répondre aux attentes des citoyens en matière de sécurité, entrant ainsi dans une logique de service offert à la population. Troisième question, la sécurité est-elle une activité régalienne? Et de ce point de vue-là, quel mal nous a fait Max Weber? S'il ne fait aucun doute que l'État occupe une place centrale en matière de sécurité, ni la police, ni la sécurité ne peuvent être considérées comme des activités régaliennes, c'est-à-dire des activités inhérentes
à la souveraineté de l'État. 3 points en ce sens. D'abord, à la différence de la défense, de la justice, du recouvrement des impôts, de la diplomatie, la Constitution est muette sur la sécurité en tant qu'attribut de la souveraineté de l'État. Ensuite, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de spécifier, la première fois en 2011 dans une décision LOPSI 2, que la police, je cite, n'est pas inhérente à la souveraineté de l'État, mais, je cite encore, inhérente à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits. Autrement dit, la police et la sécurité doivent être publiques, peu importe qu'elles soient étatiques ou municipales. Enfin, un rappel historique toujours bienvenu. D'un côté, les maires sont titulaires de pouvoirs de police depuis une loi du 14 décembre 1789. De l'autre, la police nationale a été créée par la loi du 9 juillet 1966. Donc l'organisation de la police en France, elle a d'abord été municipale et ensuite nationalisée. Le modèle français, c'est donc un modèle hybride. Je serais tenté de dire depuis toujours, la sécurité y est partagée entre d'un côté l'État et de l'autre, à titre principal, les maires des communes. Ces 3 observations faites, j'en viens à la question à laquelle je vais essayer de répondre. Dans quelle mesure les politiques publiques de sécurité ont-elles été transformées au niveau local? Alors, on peut répondre à cette question en 2 temps. Dans un premier temps, on peut relever l'émergence de nouveaux acteurs en la matière. Et puis, dans un second temps, on peut souligner le renouvellement des instruments de dialogue, pour reprendre les termes des organisateurs de cette journée. L'émergence de nouveaux acteurs, tout d'abord. Je l'ai souligné il y a quelques instants, le modèle français de police, c'est un modèle marqué par la présence de l'État d'un côté et celle des communes de l'autre, incarnée donc localement par 2 acteurs, d'un côté le préfet et de l'autre le maire. Reste que ce que montrent les réformes contemporaines des politiques publiques de sécurité, c'est qu'à côté de ces acteurs, il y en a d'autres qui sont en train d'émerger et qui viennent concurrencer ces acteurs historiques. J'en évoquerai 2. D'un côté, les préfets de zone et de l'autre, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Les préfets de zone, le préfet de département dont il a été question tout à l'heure est une des figures totémiques de la sécurité au niveau local. Pour autant, ces dernières années, on lui a adressé 2 types de reproches. D'abord, au fond, d'être un préfet qui a beaucoup de choses à faire localement et dont la sécurité n'est qu'une partie de sa mission. Et autrement dit, on lui reproche de ne pas toujours avoir le temps à consacrer à cette mission essentielle. L'autre reproche que l'on a pu faire, c'est au territoire, au département. D'un côté, il est trop grand pour faire la police de proximité. De l'autre, il est trop étriqué pour faire face à une délinquance de plus en plus mobile. C'est certainement ces reproches qui expliquent la création des préfets de zone de sécurité et de défense par 2 décrets de 2010. Depuis 2010, il y a donc en France métropolitaine 7 zones de défense et de sécurité, avec à la tête de chacune un préfet spécialisé dans les questions de défense et de sécurité qui exerce des compétences en matière de sécurité civile, en matière de défense non militaire, en matière de maintien de l'ordre public. Cet échelon zonal connaît un grand succès. Le dernier symbole de ce succès, c'est la création par un décret du 29 décembre 2020 des directions zonales de la sécurité publique. Ça veut dire que désormais, la grande direction de la sécurité publique de la Direction générale de la police nationale est divisée en circonscriptions zonales. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette promotion de l'échelon zonal et du préfet de zone? Peut-être que le profil du préfet généraliste en charge de beaucoup de choses, et notamment des questions de sécurité, est dépassé, est obsolète au regard de l'importance prise par ces questions. Et peut-être que la suppression de ce préfet ainsi conçu irait de pair, ou pourrait aller de pair avec la suppression du corps préfectoral. Deuxième acteur émergent, les présidents d'EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. L'autre figure totémique de la sécurité au niveau local, c'est le maire. Pourtant, ces dernières années, on assiste à une montée en puissance de l'intercommunalité. Et ce qui est remarquable, c'est que cette intercommunalité affecte aujourd'hui désormais la sécurité et les pouvoirs de police. Pourquoi cette montée en puissance de l'intercommunalité? 2 raisons. Première raison, raison territoriale. La commune se révèle un territoire trop étroit
pour y conduire des actions de police efficaces et une lutte contre la délinquance efficace, là encore, au regard notamment de la mobilité de la délinquance. Et puis, seconde raison, une raison d'ordre budgétaire. Mieux vaut pour les communes se mettre ensemble pour pouvoir se doter de moyens matériels, humains, conséquents pour mener à bien de manière efficace un certain nombre d'actions. Dans un contexte de raréfaction des ressources des collectivités, ça n'est pas négligeable. Du coup, on assiste par petites touches à une succession d'interventions législatives contemporaines, notamment la loi MAPTAM de 2014, qui sont venues donner des compétences de police aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Alors, dans des domaines, je le reconnais volontiers, pour l'instant restreints, l'assainissement, la collecte des déchets, les terrains de passage des gens du voyage, la circulation et le stationnement, ça devient intéressant, les taxis, les édifices menacent en ruine, les grands événements sportifs. Et on voit bien le sens de l'histoire. Petit à petit, des compétences qui étaient exercées par des maires sont automatiquement transférées au président de l'EPCI. S'ajoute à cela la possibilité, depuis 2014, de créer des forces de police intercommunales, ce qui n'était pas possible. Donc, on voit bien que par petites touches, on assiste à une intercommunalisation de la police et nul doute que l'on est ici au début du processus. Au-delà de ces éléments institutionnels, il y a également qui vient renouveler l'approche de la sécurité locale, le développement d'instruments de dialogue qui, sans être à proprement parler nouveaux, sont renouvelés. Alors, en matière de sécurité, je dirais que l'État d'un côté et les collectivités de l'autre ont longtemps été dans une situation d'ignorance, chacun exerçant ses propres prérogatives sans regarder ce que faisait l'autre. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, et la meilleure preuve de cela, c'est que l'on dit que la sécurité est coproduite par tous les acteurs compétents. Si elle est coproduite, il faut que ces acteurs se parlent pour coproduire de manière raisonnable et raisonnée cette politique publique. Comment se traduit le dialogue entre l'État d'un côté et les collectivités de l'autre? Par le renforcement de deux instruments, d'un côté la concertation et de l'autre la contractualisation. La concertation tout d'abord. Comme a pu le souligner Fouché dans ses mémoires, la police doit être le fait d'un seul. Ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, où précisément elle doit être coproduite. Et on assiste à une multiplication des instances de concertation au niveau local pour débattre des questions de sécurité et se mettre d'accord sur l'élaboration de celles-ci. Alors, parmi toutes ces instances, je vais citer celle qui a le vent en poupe, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, ces conseils, ils ont été créés à la fin des années 1990, ils peuvent être communaux, intercommunaux ou départementaux. Ils sont présidés par un élu local, et ils sont formés d'un collège de représentants de l'État, préfets, commissaires de police, procureurs de la République, d'élus locaux, et puis de représentants d'associations qui s'intéressent aux questions de police et de prévention de la délinquance. Alors, ces instances ont des attributions limitées. Il s'agit de discuter, d'échanger des informations, mais il s'agit aussi d'avoir des idées d'actions à mettre en œuvre pour améliorer la prévention de la délinquance d'un côté et la sécurité locale de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à il y a peu, il y avait un paysage très contrasté de ces instances. Il y en avait qui fonctionnaient super bien et il y en avait qui ne se réunissaient pas du tout. Mais les choses vont changer sur ce point parce que la loi du 25 mai 2021, la fameuse loi sécurité globale, a opéré une double réforme. Première réforme, ces instances sont désormais obligatoires dans les communes de plus de 5 000 habitants. Deuxième réforme, dans les communes de plus de 15 000 habitants, non seulement il faut qu'une instance comme ça soit créée, mais il faut que quelqu'un la fasse vivre. Et donc, il est désormais obligatoire qu'un agent public territorial de la commune ou du département ou d'un EPCI soit spécialement chargé de faire vivre cette instance. Il ne pourra plus y avoir d'instance dormante comme c'était le cas par le passé. En dehors de la concertation, il y a par ailleurs la contractualisation. Selon un principe classique du droit public,
on ne peut pas recourir au contrat en matière de police. Aussi intangible soit ce principe, force est de constater qu'il a été infléchi ces dernières années, infléchi par l'affirmation contemporaine selon laquelle si la sécurité est l'affaire de tous et doit être coproduite, alors il faut des instruments incarnant cette coproduction et permettant de faire discuter les représentants de l'État d'un côté et ceux des communes et intercommunalités de l'autre. Et pour ça, l'outil contractuel est formidable. Il permet de réunir ces représentants autour d'une table, d'élaborer en commun un document, de signer en bas de celui-ci pour s'engager pour le futur. Et on a vu ces dernières années se multiplier les contrats en matière de sécurité. J'en prends 3 exemples. Premier exemple, les contrats locaux de sécurité créés en 2001 qui associent les représentants de l'État et des collectivités pour définir des actions en matière de tranquillité publique sur un espace donné. Deuxième type de contrat, les conventions locales de sûreté des transports collectifs créées par une loi de 2016 qui permettent cette fois-ci, c'est assez original et plutôt intéressant, à des communes contiguës desservies par un réseau de transport collectif commun, d'organiser l'intervention de leur agent de police municipale sur l'ensemble de ce réseau traversant différentes communes, ce qui n'était pas possible avant. Enfin, les derniers nés, les contrats de sécurité intégrés créés en octobre 2020. Sur la forme, rien de nouveau, ils matérialisent une collaboration entre l'État et les collectivités. Sur le fond, rien de nouveau également, les parties s'engagent à faire pour le futur, c'est-à-dire prennent une série d'engagements en matière de sécurité et notamment des engagements en matière de moyens. Pour autant, et je termine par là, ces derniers nés interrogent. D'une part, le contenu de ces contrats semble très largement prédéterminé. D'autre part, il n'est pas certain que les communes soient si libres que cela de les signer et d'y recourir. En effet, d'une part, il apparaît difficile pour celles-ci de refuser de signer un tel contrat si c'est une condition pour obtenir du ministère de l'Intérieur des moyens supplémentaires en matière de sécurité. De l'autre, si la signature de ce contrat implique l'augmentation du nombre d'emplois de policiers municipaux, c'est le cas par exemple dans le contrat signé à Toulouse, cela me semble heurter la libre administration des collectivités territoriales. Et c'est là l'un des paradoxes des réformes contemporaines des politiques de sécurité. Derrière le discours politique qui met en avant le partenariat, le dialogue, la concertation, se cache parfois une forme de recentralisation. On est donc assez loin ici de l'effacement de l'État, hypothèse qui était évoquée tout à l'heure par Yves Surel. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on va ouvrir un deuxième jeu de questions avec la salle et ailleurs, si donc certaines personnes qui assistent à distance veulent intervenir. Lucie Cluzel. Oui, merci beaucoup pour vos interventions très riches. Je me suis posé la question, Olivier, en t'écoutant, de l'effacement de l'État, justement, sur lequel tu reviens dans ta conclusion. Est-ce que finalement, la coproduction de la sécurité que tu évoques entre acteurs publics, elle n'est pas doublée en parallèle d'une coproduction de la sécurité avec des acteurs privés? Et est-ce que ce mouvement n'est pas en train de s'approfondir à l'heure actuelle avec la loi de sécurité globale? Mais je pense que c'est un point d'aboutissement d'un long processus. Je voulais avoir ton avis sur ce point. Oui, en effet. Alors, j'ai dû faire des choix pour cette intervention et j'ai mis l'accent sur les transformations qui affectent exclusivement les acteurs publics dans leur organisation. L'autre grand chantier, l'autre grande révolution qui est en train d'apparaître, ce sont les pouvoirs de plus en plus importants qui sont confiés aux acteurs privés, aux entreprises privées de sécurité. Le mouvement est très net depuis le milieu des années 1980, puisque c'est de là que datent les premières dispositions législatives sur le sujet. On voit une montée en puissance de ces acteurs privés
et des compétences de plus en plus étendues en la matière. Deux séries d'observations sur cette montée en puissance. D'abord, et c'est intéressant de le dire ici, je crois que pour le coup, les lunettes du juriste pour observer cette montée en puissance sont très lacunaires et peut-être pas bien adaptées, notamment au regard de cette idée ou de ce principe selon lequel la police ne se délègue pas, la sécurité ne peut pas faire l'objet de contrats. Si l'on conserve chevillé au corps cette idée, ben on ne comprend pas pourquoi il y a l'émergence d'un tel secteur économique qui emploie 160 000 personnes, c'est à peu près autant que de policiers, et on ne comprend pas que ce secteur économique soit à l'origine d'un chiffre d'affaires de 4 milliards par an. Donc les approches du droit d'un côté et de la science politique de l'autre se révèlent très, très complémentaires et très utiles pour appréhender l'émergence de ce secteur économique. Seconde remarque, la double question que pose l'émergence de ces entreprises privées de sécurité, c'est la suivante. D'une part, quelle mission l'on peut leur confier, c'est-à-dire quelle mission l'on peut confier à des agents privés de sécurité. Et la seconde remarque, c'est quel contrôle. C'est-à-dire qu'une fois que l'on confie des prérogatives du type palpation de sécurité, port d'armes, sécurisation de certains événements, des stades, des concerts, des fan zones, quel est le contrôle de la puissance publique sur ces entreprises privées de sécurité? Aujourd'hui, ne nous en cachons pas, il est lacunaire, le contrôle qui est exercé par l'établissement public du ministère de l'Intérieur en charge de ces questions est un contrôle qui est à revoir et il est dommage que la loi sur la sécurité globale n'ait pas profité de cette occasion pour le faire. Merci. D'autres questions? Alors moi, j'ai deux questions qui sont d'ailleurs adressées aux deux intervenants. Donc, la première, c'est un peu sur les facteurs de changement. C'est des choses que vous avez abordées par nécessité de manière un peu cursive, mais sur lesquelles je voulais revenir. Parmi les facteurs de changement des politiques de sécurité que j'entends en écoutant vos interventions, on a le sentiment qu'il y a de nouveaux problèmes. En tout cas, il y a une nouvelle façon de se positionner par rapport à des problèmes ou des enjeux de sécurité qui tendent parfois donc, à une supranationalisation et parfois au contraire à une localisation, une relocalisation. Donc, je pensais notamment à la criminalité transnationale qui a l'air évidemment nourrir ou devoir nourrir un certain nombre ici de collaborations, mais aussi à ce qu'on appelle parfois donc, communément les violences urbaines qui, elles, donc, plutôt invitent à une relocalisation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas finalement des forces centrifuges, une multiplicité de transformations qui sont liées aussi à la grande diversité des enjeux de sécurité auxquels sont confrontées finalement les différentes forces de police, quel que soit le niveau que l'on considère? Deuxième élément qui m'a frappé en vous écoutant, est-ce qu'une partie des transformations auxquelles on assiste ne sont pas des effets collatéraux d'autres réformes, notamment donc, pour Agathe, évidemment, les effets de l'intégration européenne, donc à la fois en termes d'accélération et parfois de décélération avec le Brexit. Et en t'écoutant, Olivier, donc on a le sentiment que les questions de sécurité sont aussi impactées, mais avec quelle intensité, par des réformes plus substantielles de structure, notamment autour de la décentralisation, disons. Donc voilà, quelle est un peu la part relative, selon vous, de ces forces motrices du changement qui sont liées à ces différents éléments? Et puis une deuxième interrogation, mais elle est complètement ouverte. Qu'est-ce qu'en pensent les personnels de police? Comment eux, ils vivent ces transformations? Est-ce que, voilà, j'imagine qu'il n'y a pas non plus donc, des perceptions uniformes, mais est-ce qu'il y a des diagnostics ou des grilles de lecture particulières que vous avez perçues par rapport à ces réformes actuelles des politiques de sécurité? Pardon. Merci beaucoup à tous les deux. Agathe, ça serait plutôt pour toi cette question. Donc, tu as parlé, tu as fait certains entretiens avec des agents britanniques, du coup, qui, eux, essayent d'influencer. Mais est-ce qu'il y a est-ce que les autres, donc d'autres nationalités, essayent aussi? Quel est en fait leur point de vue là-dessus? Voilà, est-ce qu'il va y avoir une certaine résistance ou est-ce qu'on va vraiment aller dans ce sens-là d'Interpol? Merci. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais peut-être commencer par la dernière, par celle d'Anne-Laure. Merci pour ta question. En fait, ce qui est très intéressant quand on pense à la coopération policière européenne et au Royaume-Uni, et qui semble un petit peu contre-intuitif, c'est en fait que le Royaume-Uni a été un acteur clé de la coopération policière. Tout le modèle d'Europol est calqué sur le modèle britannique. Donc, en fait, ce qui se passe avec le Brexit, c'est que eh bien, le Royaume-Uni perd un moyen d'influence clé sur la police, sur la coopération policière.
et c'est cette influence-là qu'ils veulent garder. Donc, en fait, il y a certaines résistances parce que ce modèle, ce qu'on appelle un peu l'intelligence-led policing, en fait, il n'est pas adopté par tous les États. Il est surtout adopté par les États d'Europe du Nord, on le retrouve en Allemagne, on le retrouve de plus en plus en Belgique, mais il y a quand même une certaine résistance encore des pays d'Europe du Sud qui n'ont pas adopté cette transformation. Donc là, il y a un petit peu un choc qui se fait, mais en même temps, il faut bien voir qu'une agence comme Europol a la spécificité d'être très ouverte aussi à d'autres États tiers, et les États-Unis en fait jouent un rôle clé d'influence sur cette agence. En fait, ils ont plus d'une vingtaine de personnels au siège de l'AE, et c'est même plus que d'autres États membres. Donc, en fait, il pourrait y avoir une sorte de combinaison, c'est ce que certains policiers britanniques nous ont expliqué, il pourrait y avoir une combinaison entre l'influence américaine et britannique. C'est un peu l'objectif pour continuer à développer cette intelligence-led policing, pour continuer à avoir cette compatibilité-là et voir en fait les intérêts britanniques encore pris en compte par l'agence européenne. Donc, c'est assez intéressant, c'est ces doubles jeux d'échelle aussi au sein d'une agence européenne, et c'est peut-être des jeux auxquels on s'y attend un peu moins. Pour les différentes questions difficiles, merci beaucoup. En fait, je vais peut-être répondre aux deux premières ensemble, parce que en fait, vous avez tout à fait raison. Comprendre les transformations de la police au-delà en fait du national, c'est prendre en compte différents champs professionnels. C'est le champ professionnel de la police qui se transforme. Donc depuis le XVIIIe siècle, vraiment cette constitution d'un mythe de la criminalité transnationale qui a été quand même pas mal contestée aussi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une criminalité organisée internationale? Est-ce qu'on a vraiment ces structures pyramidales qui se déroulent? Alors ça a été pas mal contesté par des chercheurs plus critiques. Et considérer cette police au-delà du national, c'est aussi en effet la réinsérer dans d'autres champs, et notamment le champ politique, l'intégration européenne. En fait, ce n'est pas un hasard non plus si une agence comme Europol est construite et élaborée à des moments forts de l'intégration européenne. Et ça fait aussi écho à ce qu'Olivier évoquait avec ce sentiment d'insécurité qui s'accroît. Eh bien, c'est une réponse qui est apportée aussi. C'est une sorte de bouc émissaire, là aussi, qui est fait sur l'Europe, de dire, voilà, en fait, tous ces sujets-là, ils nous dépassent. On ne peut pas faire tout seul. Donc, il faut vraiment qu'on ait de la coopération policière. Donc, c'est aussi ce double jeu politique qui est intéressant. Donc, des transformations qui doivent être saisies, vous l'avez tout à fait rappelé, au prisme de différents univers professionnels. Et la dernière question, j'y répondrai assez rapidement, qu'en pense le personnel de police de ces transformations. Et en effet, il n'y a pas de réponse commune tant la police n'est pas encore unifiée. En fait, selon les services, il y a des services qui sont tout à fait de police judiciaire qui sont habitués à travailler avec leurs homologues européens. On peut penser par exemple à des questions comme le trafic de drogue, où il y a quand même des créations, des impulsions internationales depuis longtemps. Donc, ce sont des services qui sont davantage habitués à avoir cette coopération-là, contrairement au terrorisme, où c'est quand même beaucoup plus restreint. En plus, en France, on a cette répartition services de sécurité, de renseignement et services de police qui complique encore un petit peu la donne. Donc, voilà, il y a cette différence-là. Il y a aussi, par exemple, on pourrait penser aux polices qui sont davantage frontalières, qui sont davantage mêlées aussi à leurs homologues, qui ont ces habitudes d'échange, contrairement à des polices qui sont plus centrales, par exemple dans les capitales, qui ont peut-être moins ces habitudes-là. Donc, il y a vraiment une différence très, très forte au sein des formes de police. Et là, c'est aussi un peu le point carrefour actuel de l'agence Europol, de savoir est-ce que voilà, on continue à se spécialiser dans des formes hyper pointues de criminalité et on vise certains effectifs très précis de police, ou est-ce qu'on continue à élargir le spectre en visant les cambriolages, en visant les bandes organisées aussi, et dans ces cas-là, on s'adresse à une police plus généraliste. Donc, c'est aussi des questions d'identité, en fait, de choix, de construction d'une identité là, qui sont en train de se faire au sein d'une agence comme Europol. S'agissant de la première question sur les facteurs de changement, ce que l'on peut souligner, c'est que la question de savoir quel est le territoire pertinent pour exercer telle ou telle mission de police, c'est une question aussi vieille que la police. Les révolutionnaires, d'ailleurs, se la sont posées. Alors, quel est l'échelon, quelle est la circonscription administrative la plus pertinente pour faire efficacement de la police? Donc ça, cette question, elle est ancienne, elle perdure. Qu'est-ce qui explique qu'elle soit particulièrement traitée et renouvelée? Peut-être deux séries d'arguments. D'abord, cette nouvelle perception de la police, c'est-à-dire que désormais on s'interroge sur ce que ressent la population en la matière et on essaye de prendre des décisions qui
permettent de répondre aux aspirations de la population en la matière. Et peut-être que cette question ne se la posait pas suffisamment avant la fin des années 1970. Et puis, le second argument souvent mis en avant, c'est celui de la mobilité. C'est-à-dire, c'est un des termes communs que nous avons utilisés. Il y a cette mobilité de la délinquance transfrontalière et il y a un niveau infra-étatique, la mobilité de la délinquance entre départements. Et cette mobilité, elle est très mise en avant au travers notamment de ce qu'on appelle la notion de bassin de délinquance qui dépasse les frontières des circonscriptions administratives classiques, pour souligner le fait qu'il faut penser une circonscription administrative large pour mieux appréhender cette délinquance mobile. Deuxième question, les effets collatéraux, la décentralisation. Alors, c'est tout le paradoxe de la police, c'est que la police était déjà décentralisée avant les autres politiques publiques. C'est-à-dire que, comme dès 1789, les maires ont des pouvoirs de police qui sont à peu près ceux qu'ils ont aujourd'hui, à quelques nuances près, la décentralisation n'a pas en tant que telle affecté la répartition des pouvoirs de police. Et d'ailleurs, toutes les lois de 1980 sont totalement muettes sur la police locale. Mais c'est logique, puisque les maires étaient déjà servis en la matière. Pour autant, on ne peut pas souligner qu'il ne se passe pas quelque chose. C'est-à-dire qu'au-delà du droit, on voit bien que les maires ont pris la mesure de ces fonctions de police en écho certainement aux aspirations de la population qui, je l'imagine ainsi, ne doit cesser d'interpeller les maires sur cette question. C'est-à-dire c'est devenu un sujet très important et les maires ont alors certainement eu un discours sur la sécurité qu'ils n'avaient pas avant, cherché des collaborations avec l'État qu'ils ne cherchaient pas auparavant, dans le but de répondre à ces aspirations légitimes de la population. Troisième interrogation sur le sentiment des personnels de police. Alors, je crois que, en tout cas pour ce qui m'intéresse, il y a vraiment une césure. Dans les années 1980-1990, vous parlez des entreprises privées de sécurité et des polices municipales aux gendarmes et aux policiers nationaux, c'est le repoussoir absolu. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas une vraie police, c'est une concurrence déloyale, ils ne sont pas professionnels, ils ne servent à rien. Et le ministre de l'Intérieur et les syndicats se tiennent très à distance. On voit bien que les choses ont changé. Pourquoi elles ont changé ? Je crois qu'elles ont changé pour deux raisons. Elles ont changé pour des raisons d'ordre budgétaire. Ventiler davantage ses compétences, ça permet de ne pas forcément recruter dans la police et parmi les gendarmes. Et puis elles ont changé au regard de ce que j'ai pu évoquer, à savoir l'idée selon laquelle désormais la sécurité doit être coproduite par tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Autrement dit, les polices municipales d'un côté et les entreprises privées de sécurité ont désormais leur place dans cette coproduction de la sécurité. Merci beaucoup à tous les deux. On va procéder à une petite pause d'une dizaine de minutes donc pour respirer un petit peu et pour permettre aussi aux intervenants de la dernière table ronde de la matinée de s'installer. Donc, il est 11h25, on se retrouve à 11h35 si vous voulez bien pour reprendre nos débats. Merci.